message essentiel. Je n'ai pas de conflit d'intérêt à déclarer, sauf que je ne crois plus vraiment dans les panels et les indications, mais à part ça, pas de conflit. Le premier message que je voudrais essayer de communiquer ici, c'est que l'hérédité des cancers est très très mal connue en fait. Là, j'ai juste mis l'exemple du sein que tout le monde connaît, avec 5 à 10% de gènes de cancer héréditaire dans le cancer du sein, et avec familiaux ou héréditaires. Aujourd'hui, on estime que 5 à 10% des On peut voir, il y a un écho là derrière. Il y a quelque chose qui passe. Ah, mais parce qu'il y avait un truc enregistré, je crois, dessus. Voilà. Et il y a plusieurs raisons pour lesquelles c'est très mal connu. C'est que les gènes ne sont pas très bien connus et pas très étudiés. Les études de ségrégation sont pas très aisées. Les polygenic risk scores, où on combine beaucoup de gènes ensemble, commencent à vraiment émerger. Et surtout, en fait, la façon dont on sait qu'un gène est responsable d'une hérédité, c'est le fait que ça soit reporté par des groupes dans des familles et des choses comme ça. On se rend compte qu'en fait, on est très en retard sur les bases de données internationales, etc. Donc, on connaît un peu la pointe de l'iceberg, mais on sous-estime probablement d'un facteur 3 à 5 la quantité de gènes ou l'influence génétique dans le développement des cancers. Je ne sais pas très bien pourquoi ça marche pas. Voilà. Ensuite, on a des variants pronostiques qui vont pas être Est-ce qu'on peut arrêter c'est un truc qui était enregistré. Prédire un risque de rechute ou de survie globale. Le meilleur exemple est TP53 ou KRAS, qui sont souvent des facteurs de mauvais pronostics quand ils sont. Je ne sais pas comment faire ça. Je suis vraiment désolé. C'était le topo de l'année dernière qui était enregistré, que j'ai refait complètement, mais apparemment le son est resté dessus. Alors, il y a plusieurs types de variants. Dans les variants somatiques, il y a des variants qui sont pronostiques, qui vont donc prédire l'évolution de la maladie, les risques de rechute, de survie globale, et qui vont permettre maintenant de classifier ou améliorer la classification des tumeurs en anatomopathologique, donc le grade, le potentiel invasif et des choses comme ça. Par exemple, les variants TP53 et KRAS qui produisent en pas mal de cancers des mauvais pronostics et des non-réponses à la chimiothérapie, ou des variants dans la régulation du cycle qui peuvent prédire, indépendamment de la tumeur, des bons pronostics. Hop, je vais changer, mais il faut que j'arrête l'écho à chaque fois. La première type d'analyse qu'on a, c'est des variants pharmacogénétiques. C'est-à-dire qu'on va pouvoir avoir des réponses à un type de médicament particulier. En fait, j'ai pas besoin de parler, mais est-ce que quelqu'un vous pouvez demander à la régie d'arrêter le son, s'il y a quelqu'un. Les variants pharmacogénétiques, c'est des prédictions de réponse à un type particulier et qui indiquent la pathologie d'un médicament. Vous les connaissez assez bien, donc les inhibiteurs, les mutations de BRCA1, BRCA2 ou de la recombinaison homologue et qui prédisent la sensibilité aux inhibiteurs de PARP, ou les variantes de type MSH, dans la réparation de l'ADN qui augmentent le nombre de mutations et qui vont suggérer la vulnérabilité aux inhibiteurs de type checkpoint inhibiteur. Hop, ciblable. Et ensuite, on a les... Hop. Voilà, je me suis amélioré. Là, c'est la même chose, donc je passe rapidement. Hop, j'avance toujours. Et ensuite, les variants pharmacothérapeutiques, qui sont des variants qui sont directement des cibles thérapeutiques. Vous connaissez HER2, les récepteurs de facteurs de croissance EGFR, PI3 kinase récemment, etc. Donc, ils se développent de plus en plus et il y en aura probablement de plus en plus dans les années qui viennent. Alors, pour que vous compreniez un peu comment ça marche et pourquoi je pense qu'on sous-estime largement l'impact génétique dans le développement des cancers, c'est qu'aujourd'hui, on parle principalement de ce groupe qui est un peu en haut ici, qui sont des variants assez rares avec des fréquences de la population assez faibles et qui vont être associés à un risque très élevé chez les individus qui l'ont. On est à quasiment du 100% sur l'espérance de vie qui va augmenter. Probablement, tous les patients qui ont un BRCA1 auront un jour un cancer, maintenant les gens vont vivre centenaires. Et ceux-là, tous ces variants qui sont plus rares, qui sont moins rares et qui sont un peu plus fréquents dans la population vont être associés à des risques moins élevés. Et ce qu'on connaît très très mal par-dessus tout, en dehors de ça, c'est la coexistence et la, entre guillemets, collaboration, mais ce n'est pas le bon mot, entre ces différents variants
ou entre des variantes de signification inconnues entre différents gènes. Donc on voit de plus en plus maintenant qu'on fait des panels, des patients qui ont 2-3 variants qui sont potentiellement pathogéniques ou de signification inconnue, en tout cas pas bénin. Et on ne sait pas très bien comment ces variants-là vont influencer le risque de cancer. Dans une étude récemment qu'on a publiée dans Lancet Oncology sur 6500 génomes, on a montré par exemple que on va aussi avoir des combinaisons entre des polygenic risk scores et des patients qui ont des variants forts, et on ne sait pas très bien non plus comment ça va moduler le risque génétique de développer un cancer chez les patients dans les deux sens. On peut avoir très bien par exemple un BRCA1 qui est modulé à l'inverse par un ensemble de polymorphismes sur d'autres gènes qui vont diminuer le risque de cancer. Donc, les signes qui évoquent une hérédité, vous les connaissez tous. Je les rappelle très rapidement. Je sais pas, par moment j'aurais su, par moment j'aurais pas raté mais plus sur une discussion générale sur les panels et les difficultés qu'on peut avoir. Donc les premiers signes, c'est les cancers diagnostiqués plus jeunes. Désolé pour ce truc. Est-ce que vous pouvez enlever la voix qui est en background de la vidéo? Jeune ou cancer du côlon ou de l'endomètre. Donc les signes qui évoquent une hérédité? J'aime pas trop la notion de limite. Je vais me débrouiller comme ça. Donc, c'est bon? Merci. Alors, donc, les cancers diagnostiqués plus jeunes que la moyenne, donc en dessous de 50 ans, les cancers de l'ovaire, du sein en dessous de 50 ans, ovaire en dessous de 50 ans, côlon endomètre en dessous de 50 ans, plusieurs membres de la même famille qui ont des cancers similaires ou apparentés. Alors, attention, c'est de moins en moins valable parce que les familles sont de plus en plus réduites ou les patients, quand on leur demande, en fait, ils n'ont pas tellement de nouvelles de leur famille. Donc, vraiment se méfier de cet aspect de plusieurs membres de la famille qui ont des cancers similaires ou apparentés. L'autre chose que j'ai remarqué beaucoup en consultation de gynéco un peu générale, les patients ont tendance à ignorer les cancers du côté de leur père et ils pensent que c'est sein et ovaire, et du côté de leur mère. Donc si on ne fait pas des interrogatoires un petit peu poussés, on n'a pas souvent des informations qui ne sont pas très justifiées. Puis évidemment les cancers rares chez les patients qui présentent plusieurs cancers ou dans la famille qui ont plusieurs cancers. Deux syndromes dont je voudrais parler rapidement. Le syndrome HPOC avec un panel qui n'arrête pas de s'étendre. Donc c'est pour ça que je suis pas sûr que le titre du topo sur les panels soit vraiment très relevant. Donc en fonction des pays, en fonction des recommandations, en fonction des sociétés savantes, on a des panels qui sont différents. Il y a des gènes qui basculent d'une année à l'autre en fonction des panels. Donc vous connaissez assez classiquement les gènes qu'on fait maintenant dans les syndromes ovaires et seins. Il y a tout le panel classique BRCA1, BRCA2, PALB2, TP53, etc. Et puis on y a ajouté les gènes qui sont responsables du Lynch, puisqu'on s'est rendu compte que dans un certain nombre de cas, ça pouvait donner des cancers du sein du sein, de l'endomètre et de l'ovaire. La prise en charge, je ne vais pas revenir dessus pour essayer de gagner un peu de temps. Je vais vous montrer par exemple des arbres typiques un peu particuliers. Ici, on a un cancer gynécologique, une famille qui était très étendue avec un background de juifs ashkénazes, un cancer du sein, donc pas grand-chose. Hein. C'est une famille qui n'est pas très riche en antécédents. Et puis, par contre, ils étaient une mutation typique BRCA1 avec donc ce qu'on met en place derrière. Le Lynch, pareil, je vais aller un peu rapidement là-dessus pour essayer de rattraper le retard accumulé. Donc, les gènes qui sont responsables de l'instabilité des microsatellites et qui donnent des cancers du côlon et de l'utérus, et principalement de l'utérus en ce qui nous concerne nous. Et alors, pourquoi tester beaucoup de gènes? Donc, si on regarde un peu maintenant ce qui se passe, on a deux phénomènes qui se passent. On a donc un genetic overlap, donc on va avoir une multitude de gènes et éventuellement une multitude de variants dans ces gènes qui vont être responsables de cancer avec un continuum de plus en plus, donc plus des profils nets. Alors évidemment, BRCA1, c'est assez net, mais on peut avoir une interaction entre ces gènes qui donne un continuum entre l'âge, entre les différents membres de la famille. Et puis à l'inverse, on peut avoir un gène qui est responsable de plusieurs cancers dans une famille. Donc on est de moins en moins confronté, quand on commence à avoir des patients, à des familles qui sont monotypiques. On va avoir des oncles avec la prostate, un mélanome par-ci par-là, etc. Donc il faut être vraiment commencer à comprendre qu'en fait c'est plus un gène, un type de cancer, mais c'est plusieurs gènes, plusieurs types de cancers dans la famille. Et puis à l'inverse, pourquoi plus de gènes? Là, c'est l'overlap d'organes, par exemple, en gynéco. Donc, on voit qu'il y a un ensemble de gènes qui vont donner en même temps des risques de cancer de l'ovaire, du sein et de l'utérus. Et que donc, on peut avoir des arbres
des arbres familiaux qui sont vraiment plus homogènes et on est moins dans des choses un peu classiques où on voyait du singe chez les tantes, etc., etc. Et donc, de plus en plus, on découvre des familles dont l'hétérogénéité tumorale est à prendre en compte avant de faire quel panel. C'est pour ça que faire un panel restrictif me paraît pas très intéressant aujourd'hui. Dans le cas des technologies où finalement faire 20, 30 ou 50 ou 200 gènes, c'est quasiment la même chose. Donc pourquoi tester plus de gènes? Alors les bénéfices, c'est qu'on trouve plus de mutations, le coût est à peu près le même, et on fait un spécimen pour beaucoup de gènes. La limitation principale, c'est qu'on va trouver beaucoup de variantes de signification inconnues qui vont être difficiles à interpréter. Et l'autre gros problème qu'on a aujourd'hui, c'est des gènes pour lesquels on va avoir des variantes pathogéniques ou probablement pathogéniques, pour lesquels il n'y a pas de guidelines, pour lesquels les sociétés savantes se sont pas mis d'accord sur quel type de prévention il faut offrir, quel type de thérapie on peut offrir. Donc ça, c'est vraiment les deux grosses difficultés qu'on rencontre. Je pense que les variantes de signification inconnues, c'est vraiment très important de les reporter parce que c'est comme ça qu'on passe de variantes de signification inconnues à variantes pathologiques à force de les trouver chez les gens. Donc ça, c'est vraiment de la donnée qui doit alimenter nos attitudes. Par contre, les gènes sans guidelines, c'est un peu plus difficile parce qu'il va falloir vraiment beaucoup plus de temps pour que les sociétés savantes se mettent d'accord sur ce qu'il faut faire chez ces populations-là. Ici, un autre exemple que je voulais vous montrer avec une grosse hétérogénéité, plusieurs cas de cancer du sein, des adénocarcinomes, thyroïde, du digestif, de l'utérine cancer et une mutation ATM dans la famille qui n'est pas une mutation forte, qui est une mutation plutôt faible, mais qui doit être contrebalancée par un autre background génétique pour lequel on n'a aujourd'hui pas d'indication précise, et qui va faire que dans cette famille-là, il y a un nombre incroyable de cancers qui sont développés, et ça, c'est un panel de 23 gènes. Donc on voit bien que si dans cette famille-là, on avait fait BRCA1, BRCA2, ou 5-6 gènes sans faire ces gènes de faible risque, on n'aurait rien trouvé, ce qui se fait encore très fréquemment. Et une des grandes questions que moi je me pose en permanence, c'est qu'est-ce qu'on fait de tous les patients à qui on a fait seulement BRCA1 et BRCA2 pendant des années, à qui on a dit le risque n'est pas génétique chez vous et qui se baladent avec des mutations comme ça et qu'on ne repropose pas de séquencer. C'est vraiment un truc qui me travaille beaucoup, c'est est-ce qu'on ne devrait pas mettre au niveau national des programmes où on rappelle les patients et on leur dit en fait finalement les connaissances ont tellement évolué qu'en fait votre test fait génétique il y a 10 ans n'a vraiment aucune valeur par rapport à ce qu'on pourrait vous raconter maintenant. Donc ça c'était l'ATM, donc j'ai avancé là-dessus parce que c'est vraiment du délit. Ça c'est une autre famille que je voulais vous montrer, 2 cas de cancer du sein, 2 cas de cancer intestinaux, un cancer des voies biliaires. Et on n'a pas de variant pathogénique, mais on a l'association de 2 variants de signification inconnue dans 2 gènes qui vont être responsables de l'intégralité des 2 symptômes. Donc, qu'est-ce qu'on dit à ces familles-là? C'est vraiment là où on est un peu dans la limite de ce qu'on peut dire. Et c'est là où le rôle de l'oncogénéticien entre en jeu. Un des problèmes qu'on peut avoir, c'est ces patients-là peuvent venir et vous demander, en fait, c'est la descendance qui peut avoir les mêmes gènes, peut vous demander des gestes prophylactiques. Alors aux États-Unis, par exemple, ils sont beaucoup plus actifs sur ce genre de choses puisque la responsabilité revient beaucoup aux patients de décider leur thérapeutique. En France, on dirait non, il n'y a rien à faire, tout va bien. Et puis en fait, les autres patients pourraient développer des cancers assez facilement. Donc ça, vraiment, on est à la limite de ce qu'on connaît aujourd'hui. Et une des principales raisons, c'est que c'est peu reporté en fait. C'est des données qui sont pas vraiment décrites. On les met de côté. Il n'y a pas un vrai système international qui reporte ces familles au quotidien. Et donc, on se retrouve avec des gènes comme ça pour lesquels on va mettre beaucoup de temps à déterminer leur pathogénicité. Je voulais juste vous donner un peu les recommandations de l'INCa par rapport aux choses qui sont faites aujourd'hui. Donc, pour le cancer de l'endomètre et le syndrome de Lynch, donc le but c'est vraiment de trouver les porteurs du syndrome HNPCC. La recherche, donc l'accord d'experts dit c'est les patients de moins de 50 ans ou ayant des antécédents personnels ou familiaux du premier degré avec des cancers colorectales ou du spectre HNPCC, endomètre, intestin grêle, urothélium, voie biliaire. Et l'instabilité microsatellitaire se retrouve à peu près dans 30 à 40% des cancers de l'endomètre, essentiellement des adénocarcinomes endométrioïdes de type 1. Ça, c'est l'arbre décisionnel que je vous conseille d'aller voir. C'est référentiel onco-occitanie, il est très bien fait. Donc, si l'âge est
inférieur à 50 ans ou des temps personnels et qu'un test MSI est positif. Si le test est positif, eh ben à ce moment-là, on a une tumeur avec une instabilité des microsatellites. Et puis, il faut aller chercher la perte d'expression de MLH1 et de PMS2 ou la perte isolée de MSH6. Et donc, à ce moment-là, on réfère la patiente en consultation d'oncogénétique pour rechercher la mutation constitutionnelle. S'il n'y a pas cette perte d'expression, on va chercher une mutation BRAF. Si elle est positive, c'est plutôt un cancer sporadique de l'endomètre avec une instabilité microsatellitaire. Si elle est négative, on se retrouve à rechercher les problèmes de promoteur et de repartir dans un circuit oncogénéticien. S'il n'y a pas de tumeur d'instabilité microsatellitaire, on parle de cancer de l'endomètre sporadique. Pour la trompe, le péritoine, pour l'ovaire, la trompe, le péritoine de haut grade, on est donc dans les syndromes BRCA1 ou BRCA-NS. On est en theranostic et en diagnostic. Donc, l'indication, maintenant, elle est étendue, tout le monde la connaît bien. Donc, ça, c'est les référentiels de l'INCA. Je ne vais pas les détailler, vous regarderez. C'est vraiment très, très bien fait. Donc, il y a un référentiel qui est au moment du diagnostic pour lequel il faut envoyer la tumeur très rapidement en somatique et chercher les altérations somatiques. Et puis, il faut essayer de faire parvenir les patientes à des consultations d'oncogénétique très rapidement pour avoir la réponse constitutionnelle qui pourra déterminer aujourd'hui les indications de l'appareil, mais c'est pas vraiment le sujet du topo. Et la même chose ou la même approche peut se faire au moment de la rechute. Et évidemment, si la patiente a eu une consultation d'oncogénétique et une recherche constitutionnelle, il ne faut pas hésiter pour les patientes qui reviennent en rechute tardive à leur faire une biopsie et une analyse somatique, soit à refaire l'analyse somatique sur la première pièce opératoire si elle n'avait pas été faite récemment. Les références de l'INCA sont très très claires là-dessus et je pense que c'est beaucoup plus facile de lire ça que de trouver le bon service d'oncogénéticien. Donc, je vais avancer là-dessus 2 secondes pour vous montrer 2-3 données. Hop. Alors ça, c'est un petit peu de propagande pour ce que je pense. Je pense que trouver des cancers positifs ou trouver des gènes positifs chez des patients qui ont des cancers, c'est vraiment un échec de la médecine. Hein. On est dans la médecine préventive, on a tous les moyens de mettre en place. Je sais, d'habitude, Laurence Gladieff et moi, on se fâche, mais là, j'ai de la chance, elle n'est pas là. Donc, je vais pouvoir faire un peu de propagande. Je pense vraiment qu'on a 2 rôles majeurs. C'est éduquer les gynécos qui sont dans les salles aux côtés, qui font tous de la génétique, ils font tous de la médecine prénatale sans aucun problème. Ils savent très bien expliquer des risques relatifs, des risques absolus, etc. dans le contexte du prénatal ou de la trisomie 21. Et ils ont été formés. Et nous, en oncogénétique, on a un retard majeur de formation de gynéco. Moi, je conseille tout le monde ici d'aller faire une journée de consultation en ville et de parler aux gynécos. Ils sont inconscients, ils posent jamais les questions de cancer dans la famille. Et quand vous commencez à poser beaucoup sont inconscients. Et quand vous posez des questions aux patients, vous vous rendez compte qu'il y a un nombre de... En fait, les gynécos savent même pas où adresser les patients. En fait, c'est un mystère absolu pour le gynéco de ville qui est devant les femmes au quotidien. Qui posent quelques questions, ils ne savent pas quels sont les circuits. On a un retard énorme. Donc, je pense vraiment qu'il faut qu'on réfléchisse à ce que la SPOG ou les sociétés savantes mettent en place une vraie formation. Donc, la même chose qu'on en fait en DU d'éco, un DU d'oncogénétique pour les gynécos et pour former ceux qui voient les femmes au quotidien. La deuxième histoire est une histoire un peu personnelle. J'ai fait mon génome, moi, il y a une dizaine d'années pour un cours aux étudiants. Et puis, bon, ma femme m'a demandé son génome pendant 10 ans. À chaque fois, je ramenais les tubes que je jetais parce que j'ai oublié de le faire. Et puis, je l'ai fait il y a 1 an et elle a un variant positif sans aucun antécédent familial. Hein. Donc, j'ai son accord pour l'annoncer parce qu'elle trouve ça absolument incroyable que ça ne soit pas fait pour tout le monde. Donc, voilà, elle est probablement porteur d'un syndrome de Lynch. Donc, elle aura une chirurgie préventive pour pas avoir un cancer. Et je préfère largement qu'on lui fasse une hystérectomie que passer à travers tout ce que Chérif a décrit et les problèmes de l'appareil versus tout ça vont être rapidement réglés avant qu'elle ait un cancer. Ça, c'est une autre chose que je voulais vous montrer et j'arrêterai là-dessus. Ça, c'est une étude de 6500 génomes dans la population qatari. Et là, c'est vraiment très intéressant quand on fait des études en population globale et en génome. Et on va beaucoup plus loin dans l'analyse. Et là, vous voyez que dans cette population, donc ça, c'est ce qui est un peu dans toutes les populations. Donc, vous voyez, ils ont beaucoup de gènes qui sont similaires aux populations européennes. Et puis, on va découvrir, grâce à ça, des variants qui sont absolument uniques dans cette population. Donc, ça, c'est un variant EpCAM
qui est présent chez un nombre incroyable, à peu près 1% de la population qatari, et qui est évidemment responsable de tous les cancers qui sont associés à une mutation EPCAM. Et là, c'est vraiment des variants qu'on trouve parce que c'est pas dans le ClinVar, et c'est l'association d'études de population très larges et d'outils de prédiction comme Charger ou des nouveaux outils bioinformatiques qui vont permettre de trouver des variants comme ça qui sont complètement nouveaux et qui font basculer à l'échelle du Qatar, qui a à peu près 1 million d'habitants, c'est 1% de la population, à peu près 10 000 personnes dans la médecine préventive assez rapidement et dans une certaine prévention. Et donc voilà, moi je pense vraiment que là, on est quasiment à la fin de l'âge des panels. Dans 5 à 10 ans, on fera des génomes complets à tout le monde ou etc. Je comprends tout à fait la question de coût, etc. Mais un génome, on est aux alentours de 400 à 500 euros. Hein, c'est pas beaucoup plus cher qu'une TEP ou une IRM quand on réfléchit bien. Et donc c'est vraiment plus des choix et des décisions à nous de pousser cette médecine préventive ou pas. Voilà. Et j'ai pas d'autre chose. Merci beaucoup. Désolé, on est vraiment hors limite, donc on va faire le dernier topo. Et éventuellement, on pourra discuter autour du repas ou ultérieurement. Alors, il faut que je me mette là. Donc, Anne, sur le parcours. Bonjour à tout le monde. Je vais essayer de faire un topo court et suffisamment clair. Donc, mes liens d'intérêt. Alors, en fait, le topo d'aujourd'hui, il s'inscrit dans l'idée que rien n'est figé. Et heureusement, en médecine, on fait des progrès et il faut avancer avec les nouvelles données, tant si elles sont anatomopathologiques, biologiques ou le résultat des essais thérapeutiques. Et ça, il faut aider tout le monde à implémenter ces progrès en pratique de tous les jours. Et le topo d'aujourd'hui se focalise sur les cancers de l'ovaire et le cancer de l'endomètre. Alors, pour faire court, le cancer de l'ovaire reste une tumeur qui n'est pas en augmentation. Malgré tout, on n'est pas très content de tous nos progrès, qu'on ait augmenté la chirurgie, les chimiothérapies, apporté d'autres molécules avec la chimiothérapie. On garde quand même des survies qui restent peu satisfaisantes et il y a de la marge de progrès, me semble-t-il. Donc, depuis 2019, on connaît l'avènement des inhibiteurs de PARP en première ligne au primo-traitement chez les patientes qui vont avoir été traitées par des sels de platine et du Taxol. Je ne reviendrai pas dessus. Simplement pour rappeler l'essai principal qui avait été mené par la France, l'essai Paola 1, qui comparait donc en maintenance l'olaparib avec le bevacizumab versus le bevacizumab tout seul, quand on avait choisi ce type de traitement en accompagnement de la chimiothérapie. Donc, simplement pour montrer qu'en population globale, le fait de faire une maintenance avec un bevacizumab et un olaparib était supérieur au bevacizumab seul, en population générale, que les patientes soient mutées ou non. Et donc après, quand on affine en termes de profil moléculaire, eh bien, le bénéfice est d'autant plus important qu'on est muté pour BRCA, qu'on présente un profil de trouble de la recombinaison homologue hors BRCA, et on voit surtout l'absence d'apport de la combinaison pour les patientes HRD négatives. Et c'est intéressant de voir quand même ces diapositives, puisque globalement, on essaie d'avoir des traitements personnalisés. Il faut quand même essayer de les personnaliser au mieux, parce que si on ajoute 2 molécules, 3 molécules, 4 molécules, finalement, on ne sait pas éliminer ceux qui n'en profitent pas. Il est certain au final qu'il y a des personnes qui n'en bénéficient pas, et c'est de notre charge de trouver lesquelles. Bien sûr, il faut trouver celles qui bénéficient, mais aussi éviter d'exposer au risque les gens qui n'en ont pas besoin. Et ça, il faut être conscient de ça. Alors, bon, ça, juste un petit exercice. Globalement, pour les tumeurs avancées de haut grade, vous savez que le geste principal, au départ, c'est la chirurgie. Et bien qu'on ait implémenté des traitements médicaux de plus en plus importants, ça ne remet pas en cause que cette chirurgie, chaque fois qu'elle peut l'être, elle doit être initiale et première et complète. Donc, ce n'est pas parce que les traitements médicaux marchent mieux qu'on peut s'autoriser à faire la chirurgie après 3 cures, 4 cures, 6 cures, 8 cures. Non. Le facteur pronostic de la chirurgie optimale première, il est définitif pour la vie de la patiente.
et il ne sera contrebalancé par aucun autre geste ou aucun autre apport après. Il faut donc en être conscient. Et si on veut gagner la partie, c'est chacun qui va faire le mieux qu'il peut à chaque fois pour essayer de peut-être guérir plus de patientes. Donc ça, c'est simplement un petit exercice, et on ne va pas tout détailler, pour dire que quand on a fait la chirurgie initiale, on a la pièce opératoire, et donc là, on peut faire le test BRCA sur la tumeur, en avoir un résultat rapide, puisque généralement en post-opératoire, on n'introduit pas l'Avastin quand il est indiqué ou quand on a choisi de le faire à la première cure, mais à la deuxième cure. Donc on a un peu le temps d'avoir avant la deuxième cure le résultat de ce test BRCA. Et il faudrait idéalement qu'on ait aussi, si ce test BRCA est négatif sur la tumeur, le test HRD, puisque si le test HRD est négatif, là, il n'y aura pas de maintenance avec l'olaparib. Et bien sûr qu'on veut valider la possibilité d'ajouter notre Avastin. Donc, on a besoin de ces informations au départ. Là, on a la tumeur, on a du matériel, il suffit donc d'avoir les bons circuits et les bonnes réflexions pour pouvoir aboutir. Autre problème, à mon sens, plus crucial, quand on n'a pas possibilité, soit sur le plan carcinologique ou sur le plan de la patiente, de l'opérer d'emblée. Auquel cas, là, comme vous le savez, on part en chimiothérapie première, néoadjuvante, la plupart du temps, et là, cette étape-là, c'est pas vite, je fais la chimiothérapie, on verra après. Non, c'est je me donne les moyens, pas seulement d'avoir fait une cellule ou 2 petites biopsies, c'est simplement d'avoir du matériel suffisant, puisque les anomalies moléculaires que l'on recherche, elles ne seront jamais mieux faites que sur le matériel initial. Donc, à ce moment-là, si on fait des biopsies trop courtes, on risque de se trouver en échec pour le statut BRCA et bien entendu en échec pour le statut HRD, qui est lui aussi gourmand. Donc là, on se rattrapera pas forcément, parce que les analyses, quand on va faire la chirurgie intervallaire, elles vont être modifiées par l'impact de la chimiothérapie. Si vous avez une malade qui est très répondeuse, vous risquez d'être en échec parce que vous n'aurez pas de cellules tumorales. Ça arrive chez les patientes avec une mutation, mais des fois vous n'avez plus de matériel, ou ce matériel va être infime, et là, vous ne pourrez pas forcément non plus répondre de façon stricte à la question. Donc, on ne remet pas en cause que le matériel initial, il est important et il doit être suffisant. Alors, bien entendu, je ne reviens pas sur les critères qui sont nécessaires pour le primo-traitement, on vient de le voir, c'est juste un résumé. Et ça fait l'objet d'une remise en forme des recommandations pour la prise en charge des cancers avancés de l'ovaire de haut grade, telles qu'exposées par les recommandations de Saint-Paul-de-Vence, que je vous invite à aller voir avec toutes les dichotomies possibles sur ce que l'on peut faire, qu'on ait choisi ou non de perdre du bevacizumab et qu'on ait les données du statut BRCA ou HRD. Juste quelques mots sur les tumeurs rares de l'ovaire et au sens large, les tumeurs rares gynécologiques. Vous savez qu'en France, on a la chance d'avoir un site dédié à ce type de tumeurs et les tumeurs rares, elles angoissent beaucoup les patientes parce que ce qui est rare est toujours pressenti comme grave, mais pas forcément. Du côté des patientes, elles sont toujours, elles, plutôt inquiètes. En revanche, du côté des médecins, souvent, oh ben c'est rare, souvent c'est pas grave, on a déjà vu, ça guérit bien. Manque de chance dans ces tumeurs rares, des tumeurs qui étaient dites bénignes autrefois par des médecins ne le sont pas du tout. Et donc, il faut s'écarter de tous ces prérequis qu'on pensait définitivement acquis pour les remettre en cause régulièrement. Donc, ce site offre la possibilité de déposer sur une plateforme le dossier de la patiente et offre la possibilité d'une relecture anatomopathologique par des anapathes experts. Et oui, il y en a. Et c'est nécessaire parce que quand on a une tumeur rare, tout le monde ne sait pas évaluer les tumeurs rares. Il faut le laisser faire à ceux qui savent le faire, qui prennent le temps et qui utilisent les panels adéquats pour répondre. Et ça ne peut pas être de la routine pour tout le monde. Et ça, c'est important parce que chaque personne, chaque femme, a le droit d'avoir le bon diagnostic et, adossé à une RCP clinique, avoir choix du bon traitement également. Et pas simplement du « c'est pas grave, ça se voit pas souvent, je peux vous rassurer ». Ça, effectivement, dans un pays développé, on ne devrait plus voir ça. Donc, c'est important parce que dans la relecture anatomopathologique, eh bien, il y a entre 5 et 10% de redressement de diagnostic. Et pour ce qui est des traitements, plus on avance dans la connaissance moléculaire de ces tumeurs, plus on voit que les traitements, ça ne va pas être carboplatine taxol pour tout le monde. Donc, il est important de savoir ce que l'on traite. Et puis, bien sûr, au-delà de ça, comme les tumeurs sont rares, tout un chacun, on ne sait pas forcément ce qu'il faut faire, et à plusieurs,
et plus nombreux, on est forcément plus fort et on a besoin d'apporter des réponses pour ces femmes qui sont moins fréquentes, au moins autant que pour celles ou ceux qui ont des tumeurs les plus fréquentes. Certes, en impact économique, c'est moins relevant que de faire du sein, du poumon, du côlon ou de la prostate, mais à titre individuel et au niveau de connaissance qu'on peut avoir en France, avec les collaborations internationales, c'est quelque chose qu'il faut pousser, au moins du côté des médecins. Alors ce site, voilà le deuxième aspect. D'abord, il vous donne la liste des tumeurs qui sont concernées par ces tumeurs dites rares. Et il y en a au premier chef desquelles on est parfaitement intéressé, même si elles sont rares, c'est parce qu'il y a des essais thérapeutiques qui sont adossés à la prise en charge dès le départ, par exemple dans les cancers à petites cellules. Et puis il y en a d'autres tumeurs qui sont plus fréquentes, pour lesquelles on est surtout intéressé dans les zones frontières, en parlant justement des tumeurs borderline, pour les tumeurs borderline qui sont plus agressives, avec des implants invasifs, des situations micropapillaires, ou les mucineux, dont les potentiels évolutifs sont variés, sur lesquels on s'intéresse actuellement pour dégager celles qui sont les plus graves. Et puis, vous voyez, il y a la liste des tumeurs qui sont concernées. Et la carte des centres experts, il y en a partout. Il y a les 3 premiers centres qui étaient 2 centres parisiens et un centre lyonnais, et maintenant des centres régionaux. Et tout le monde est vous pouvez déposer votre dossier où vous voulez. L'ANAPAD peut faire sa relecture où il veut. La question étant matcher les 2 résultats pour avoir un avis qui soit cohérent et pas faire des tours de France sans fin, parce que le retard de diagnostic et évidemment un retard de prise en charge potentiellement. Donc dans ce site, et tous les francophones peuvent le consulter facilement, il y a les référentiels de prise en charge adossés à une petite explication, et puis il y a les essais cliniques en cours, et là effectivement dans les tumeurs rares ça devient impératif qu'on se soude pour pouvoir mettre les patients dans les essais. Vous voyez que toutes les régions sont concernées pour pouvoir recevoir les patients. Ça vaut vraiment le coup, et si on se place du côté des patientes, la majorité sont demandeuses. Quand elles ne sont pas demandeuses, c'est qu'elles ne le savent pas. Alors, on va passer au cancer de l'endomètre, parce que là, c'est certainement un des plus gros morceaux de la journée, pour dire que finalement, le cancer de l'endomètre, c'était le brave des cancers gynécologiques. Il a son signe annonciateur, il est après la ménopause, il est de bon pronostic, donc tout le monde est un peu rassuré. Sauf que c'est un cancer qui est en augmentation, pour lesquels les connaissances s'accumulent en termes de, je dirais, comportement biologique et en possibilités thérapeutiques. Et comme on le voit là, ben non, tout le monde ne fait pas un stade gradin, et vivant à 50 ans ou 30 ans plus tard, il y a quand même une survie qui n'est à 5 ans qui n'est pas de 80%, ni de 85%, ni de 90%. Donc vous voyez qu'avec 75% de survie à 5 ans, il faut y regarder de près. Et là aussi, c'est aussi fonction certainement du comportement environnemental, puisque ce n'est pas la même chose dans tous les coins du monde. Donc il est important de s'intéresser déjà à ce qui se passe chez nous, du moins en Europe. Donc la prise en charge en 2022 du cancer de l'endomètre, elle va vraiment essayer de focaliser avec les données dont on dispose sur ce qui est nécessaire et suffisant pour ni sous-traiter ni surtraiter. Et en partie des choses qu'on va dire là reprend ce qu'a dit d'une part Arash à l'instant et Chérif pour justement les curages ganglionnaires. Donc le nouvel apport de la classification moléculaire va nous permettre de développer d'une part des nouvelles recommandations et au-delà de ça des essais thérapeutiques, c'est ce qu'on va voir. Les dernières recommandations européennes, puisque je pense, vous l'avez bien compris, il y a un gros effort pour harmoniser les pratiques en Europe, parce que là aussi, à plus, on est plus fort, même si on ne méconnaît pas les particularismes de chacun des États, mais c'est important de collaborer pour les grandes questions. Les dernières recommandations dataient de 2016, de nouvelles recommandations ont été présentées, c'est celles-ci auxquelles on va revenir. Donc dans ces anciennes recommandations, eh bien, en fait, on restait surtout sur ce qu'on connaissait du cancer de l'endomètre, le type histologique, le grade, l'invasion du myomètre et les emboles. Avec l'avènement des travaux faits dans le cancer génomatlas, un peu sur toutes les pathologies, eh bien, on a vu qu'en fait, ces cancers de l'endomètre, c'était pas une dualité des bas risques et des hauts risques avec 2 catégories, qui était l'ancienne théorie, mais plutôt 4 catégories qui sont très différentes,
avec la catégorie des pôles mutés, qui, elles, sont le reflet d'une altération de la pôle de pôle E, et qui est en fait un mécanisme de réparation de l'ADN qui, quand il ne fonctionne pas, fait accumuler des anomalies qui activent le système immunitaire du sujet qui présente cette anomalie et aide le système immunitaire à se débarrasser de la tumeur, bien plus que quand on n'est pas pôle muté. Et puis, il y a les statuts d'instabilité microsatellitaire dont on a parlé à l'instant avec Arash, comprenant les syndromes de Lynch, mais pas que, et puis les altérations de P53 qui nous rapprochent un peu de ce qui se passe dans les cancers de l'ovaire de haut grade, et puis une catégorie non spécifique qui fait quand même 30 à 40%, un bon tiers des patientes où là, il n'y a rien. C'est une tumeur relativement stable, il n'y a pas beaucoup de mutations, et il n'y a pas de P53, il n'y a pas de pôle, et il n'y a pas de déficience du système MMR. Et là, on est bien plus embêté pour trouver possiblement des cibles thérapeutiques, parce que cette différenciation en 4 classes va nous permettre d'offrir des traitements possiblement différents aux patientes. Et vous voyez sur le petit cartouche en courbe de survie, je peux trop baisser, je ne suis pas trop bougée. Voilà, qu'en fait, ces différentes catégories s'implémentent entre des excellents pronostics chez les pôles mutés, des très mauvais pronostics, malheureusement, comme on a l'habitude avec P53, et puis des profils d'évolution intermédiaire pour les 2 autres catégories. Alors, de façon intéressante, on s'est dit, une fois qu'on a ces catégories moléculaires, finalement, comment elles vont se comporter avec les traitements qu'on utilise actuellement. Et il a été évalué dans le cadre d'un essai qui s'appelle l'essai PORTEC 3, comment se comportaient ces types de tumeurs en fonction des traitements que l'on faisait. Et PORTEC 3 était une comparaison assez simple. Cette étude concernait des cancers de l'endomètre de risque haut à risque intermédiaire important. Et dans ce traitement, il y avait une comparaison entre radiothérapie seule, plus ou moins Curie, et radio-chimio concomitante, plus ou moins Curie, et 4 cures de chimiothérapie par carboplatine taxol. L'idée étant qu'il fallait sûrement ajouter une chimiothérapie pour les tumeurs de mauvais pronostic qui, avec une radiothérapie toute seule, ne donnaient pas de bons résultats. Quand on regarde le profil d'évolution dans l'essai PORTEC 3, vous voyez qu'on retrouve la même dichotomie en termes de survie sans progression, en termes de survie sans rechute, globalement sur les différentes analyse faite, là, plus de 400 personnes. Et quand on regarde après les différentes anomalies moléculaires, et là, en bleu, c'est la radiothérapie, et la courbe rouge, c'est radiochimiothérapie concomitante, vous voyez que pour les pôles, là-haut, mutés, alors il y a toujours la survie sans rechute, la survie sans rechute et la survie globale. Hein. Les courbes, ce qui est intéressant, c'est que là, il ne se passe rien. Il se passe d'autant rien qu'en fait, il y a besoin de rien, puisqu'elles vont bien en global, au moins avec la radiothérapie. Après, si vous regardez les autres corps moléculaires, eh bien, vous voyez qu'il ne se passe pas grand-chose. Et chez les P53 mutés, là, on sait que c'est la catégorie de patients qui bénéficient le plus de la radiothérapie le plus souvent et de la chimiothérapie également. Et là, eh bien, c'est dans l'étude... Voilà, dans cette étude, c'est le seul groupe qui bénéficie de l'association radio-chimio concomitante. Alors, ceci a amené à réfléchir aussi sur les modalités de prise en charge des analyses qu'on doit faire sur le plan moléculaire. Et vraiment, pour l'instant, ce qu'on en sait, dans ce qui a été évalué, tout est un peu dominé par pôle. Parce que comme on l'a dit tout à l'heure, aussi bien dans le génome constitutionnel que dans le génome tumoral, on va être exposé à des anomalies additives, c'est-à-dire qu'on va pas seulement avoir une maladie P53 ou une maladie pôle, on risque d'avoir, et on a déjà, des maladies qui, elles, au niveau de leur analyse, vont montrer P53 et BRCA2 ou P53 et pôle. Et donc, il va nous revenir de hiérarchiser ensuite
à la fois l'analyse que l'on va faire, mais aussi les traitements qui vont en découler pour savoir dans les voies de cancérogénèse qu'est-ce qui va être prédominant. Est-ce qu'on est plus prédominé par pôle ou est-ce qu'on est plus prédominé par P53? L'un a un super pronostic, l'autre en a moins. Et là, je rejoins Chérif, quand on aura l'évaluation sur ces tumeurs, eh bien, c'est sûr que quand on aura une mutation pôle, on n'aura pas besoin de faire de curage ganglionnaire. C'est du moins ce qu'il faudra qu'on montre, mais c'est ce vers quoi on tend. En revanche, de l'autre côté, quand on a une altération de P53, s'il n'y a pas de ganglion, c'est peut-être pas la peine d'aller faire des curages non plus, parce que de toute façon, le facteur de mauvais pronostic, on l'a déjà, et on sait déjà qu'il faut faire une chimiothérapie. Le faire des curages ne nous apportera rien de plus. Donc, vraiment, dans cette classification moléculaire, il y a beaucoup à prendre, et actuellement, comme vous le voyez là, on hiérarchie surtout à partir de pôles, qui semblent pour l'instant avoir la prédominance majeure, et on lance pour les analyses, eh bien, l'immunohistochimie pour P53, les déficits en mésappariement, le statut MMR, les récepteurs hormonaux dont on a toujours besoin, et le NGS pour la notion du pôle. Alors, à côté de nos facteurs classiques que l'on a, l'âge, il est dans les anciens facteurs et les nouveaux facteurs le même, hein. On n'a pas changé l'âge de survenue du cancer. À côté des stades, des critères que l'on avait initialement, eh bien, on rajoute tout l'aspect de la biologie moléculaire. Hein. Et ce qui est important, c'est que, en fait, entre l'anapathe et l'anapathe biologiste moléculaire, il faut que, alors chacun trouvera sa façon de fonctionner, ça peut être le même, pas forcément. Quoi qu'il en soit, le résultat que vous devez avoir pour prendre une décision, c'est conjointement un résultat intégré de l'anapathe classique et de l'anapathe avec la classification moléculaire. Si vous ne l'avez pas, effectivement, bon, des fois, il faut quand même prendre une décision vis-à-vis du traitement parce que on ne peut pas forcément attendre. Mais globalement, je vous invite à regarder cela parce qu'il faut organiser les filières de soins pour que vous ayez tous les éléments nécessaires et suffisants pour prendre une décision. Et ça se décline ensuite avec des algorithmes comme ça, avec des situations plus ou moins à bas risque ou au risque qui permettent d'y adosser, alors ça c'est purement pour information, ce que l'on va faire en décision, parce qu'on a la chirurgie à décider, on a la radiothérapie et on a la chimiothérapie et les traitements médicaux et les essais thérapeutiques. Donc c'est une idée de ce à quoi on est occupé dans ces RCP parce que ce n'est pas aussi simple que ça l'était auparavant. Donc voici les nouvelles recommandations. Donc vous avez de 2020, vous avez à gauche le tableau avec le statut initialement connu, et puis l'apport de la nouvelle classification moléculaire avec l'identification tout en haut des pôles E qui pour les petits stades sont d'excellents pronostics. Il nous reste à valider que ça reste d'excellents pronostics pour les stades avancés, et puis après tous les secteurs où on n'est pas bon, qui sont les cases du bas entourées en rouge, où là on est dans les secteurs prioritaires de traitements médicaux. Ça a déjà commencé, on a déjà implémenté ces éléments-là dans les essais thérapeutiques, puisqu'actuellement il y a un essai européen qui pose la question de l'administration, en plus de la chimiothérapie, de l'immunothérapie en adjuvant. Je pense que ce n'est que le début de ce qui va se présenter, avec la possibilité par la suite, comme vous le voyez là, dans ce nouveau design d'essais thérapeutiques, de potentiellement exposer les patientes à des schémas sans chimiothérapie. Et quand on connaît le profil des patientes avec un cancer de l'endomètre, nous en sommes bien ravis. Donc, vous voyez que ce travail sur la tumeur est important, que ce qui en est obtenu va permettre de changer la pratique, et pas seulement pour le traitement médical, ça peut être aussi pour la chirurgie et pour les indications de curithérapie et de radiothérapie complémentaire. Donc, c'est quand même important de se mettre à jour. Donc, pour résumer, dans le cancer de l'ovaire, pour moi, tous les dossiers doivent être discutés en RCP pré-thérapeutique, parce que c'est là où on est attentif à ce qu'il va falloir comme matériel. Le matériel, on en a besoin, et on a besoin de savoir si on va aller à la chirurgie ou si on va faire une chimiothérapie d'abord. Et ce n'est pas urgent, je commence ce soir parce qu'on ne peut pas attendre, c'est j'ai bien 3 jours pour m'organiser. Et ça, c'est une règle d'or. On n'est pas dans des leucémies, on a le temps de réfléchir, on a le temps de s'organiser. Parce qu'après,
ne récupérera pas forcément ce qu'on n'a pas pu faire. Et ça, c'est nécessaire pour qu'on prenne les décisions que l'on a dit. Et par ailleurs, eh bien, je ne reviens pas sur le conseil génétique qui a été évoqué par Arash. Pour les tumeurs rares gynécologiques, plus personne ne doit ignorer maintenant qu'il y a un site dédié à ces tumeurs. Et si on veut avancer, il faut le faire fonctionner. Il est très interactif. Il les répond partout. Il y a des RCP fréquentes. Vous pouvez le demander où vous voulez, à vos amis, enfin aux gens qui sont représentés. Il n'y a pas de parcours défini, simplement sur la plateforme, parce que sur la plateforme, après, on retrouve les dossiers. Si on veut faire des études, on peut retrouver et vous demander des données qui peuvent permettre d'analyser ces différents types de tumeurs rares. Et bien sûr, la patiente doit consentir pour que son dossier soit déposé anonymement sur cette plateforme. La relecture anatomopathologique est indispensable devant les erreurs diagnostiques qu'il peut y avoir, et donc forcément il y aura une mauvaise prise en charge. Et bien sûr, il y a des essais cliniques qui sont en cours pour certaines formes pour lesquelles c'est impératif parce qu'on est très mauvais, les femmes sont très jeunes, et donc ça, il faut absolument que ça fonctionne. Et ça ne peut pas fonctionner que dans quelques centres experts. Il faut que toutes les patientes y aient accès. Elles ont droit à l'innovation et à la meilleure prise en charge. Pour le cancer de l'endomètre, tous les dossiers doivent être discutés en RCP préthérapeutique aussi, parce que le profil moléculaire, pour l'instant, il est validé sur les pièces opératoires et pas simplement sur les biopsies ou sur le curetage endo-utérin. Ça, il faudra le valider plus tard. Et bon, ça permet de définir la prise en charge que l'on va faire. Et puis, ça a bien sûr, comme je l'ai dit tout à l'heure, un impact sur les coopérations dans les différentes RCP entre les différents acteurs et surtout pour définir les essais thérapeutiques et faire fonctionner ce qui existe déjà. Et c'est vrai que participer à un essai thérapeutique, ce n'est pas toujours quelque chose que souhaitent les patients, bien sûr, il faut le respecter, mais il faut bien être conscient que toutes les innovations qu'on leur offre au quotidien, il y en a d'autres qui ont essayé les essais thérapeutiques avant elles. Et ça fait déjà beaucoup plus réfléchir. Je vous remercie. Merci beaucoup. Un petit peu cavalé, mais... Merci beaucoup Anne pour cette revue complète. On va clore la session. On est à votre disposition pour en rediscuter autour du repas. Et on reprend à 14h dans cette salle. Merci.